Merci. Shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque 2 semaines avec Georges Spira pour un cours organisé par Midreshet Yehuda Manito. Et on continue les Juifs du Maroc. Et comme tu m'as dit, plus tu cherches et plus tu découvres des histoires passionnantes. Alors, tu nous parles des Juifs des villes du Maroc. Bechavod. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer le cours, on a un carnet de famille avec des choses heureuses et des choses moins heureuses. D'abord, notre ami François Jasner a perdu le fils de son mari, un homme assez jeune, et c'est une histoire triste. Et on lui présente toutes nos amitiés. Sur le plan des bonnes nouvelles, il y en a aussi. Alors, c'est notre grand chef, Rivka Bochko, qui est devenue grand-mère d'un petit-fils dont le brit a eu lieu hier. Et là aussi, un grand mazel tov de la part de nous tous. Et on est content pour elle. Encore un petit-fils dans la famille. Et puis, nos amis Kim et Michel ont célébré Shabbat, la bat mitzvah d'une petite fille. Ah, c'était très sympathique. Ça s'est passé dans ma paroisse, à Kol Sofaïr, et on est content pour eux. Et on leur présente mazel tov. Et puis, on a une autre cheville ouvrière, à Midreshet Manitou, ça travaille sérieusement. C'est Abraham et Myriam Namias, qui ont une petite fille. Et là aussi, un grand mazel tov. On est heureux pour vous. Ce sont de bonnes nouvelles et on est preneur de bonnes nouvelles. Donc voilà, mazel tov et toute notre amitié à Françoise. Ça, c'est pour le carnet de famille. Maintenant, un petit résumé. Et comme Johan a dit, effectivement, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est compliqué. Alors, on me demande un intitulé pour le cours, Juifs des villes du Maroc. Oui, ce n'est pas tout à fait juste non plus parce que je pars un petit peu dans les pays à côté, je ne prends pas les villes une à une. C'est un peu compliqué, mais bon, il faut que je donne un intitulé, alors on le donne. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, une histoire commune se déroule au même moment dans plusieurs pays. Et pas tout à fait, vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance dans notre histoire. Voilà. Alors, un petit résumé pour qu'on soit dans le bain. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier cours de la saison. Donc, il faut que j'arrive au bout de ce que j'ai préparé. J'ai plein de choses intéressantes pour la rentrée qui sont déjà dans mes cartons. Nous avons parlé la dernière fois des débuts de l'émancipation et de l'émigration des Juifs du Maroc, et notamment du règne du sultan Hassan Ier, 1873 et 1894, et de son successeur qui n'était pas sultan, qui était un gouverneur ou chargé de pouvoir, qui s'appelait Ba Ahmed, de 1894 à 1900. Ces deux personnages se sont montrés comme des gens tolérants à l'égard des Juifs et plutôt bienveillants. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en l'occurrence, fin du 19e siècle, nous avons là deux personnages qui gouvernent le Makzen, donc la partie du Maroc sous autorité du sultan, et qui se présentent comme des gens plutôt tolérants. Alors, émancipation et immigration, il y a des raisons à ça. L'émigration, c'est assez facile à comprendre. C'est la situation un petit peu difficile des Juifs au Maroc, ça nous le verrons au fur et à mesure. Maintenant, émancipation, ça c'est autre chose. C'est en fait l'arrivée en 1862 d'une première école de l'Alliance israélite universelle à Tétouan, et elle a amené dans ses bagages tout l'enseignement du siècle des Lumières, de la Haskalah, et donc petit à petit, ces idées novatrices, libérales, ont pénétré le Maroc et ont surtout pénétré la communauté juive. Je vous avais aussi raconté une petite histoire curieuse mais intéressante. Entre 1890 et 1910, a été créé par un juif de Mazagan qui s'appelait Isaac Broudot, un service de poste privé. Alors là où c'est intéressant, c'est que ce service de poste privé a également augmenté l'information puisque le courrier circulait plus facilement et donc les gens étaient un peu mieux informés de ce qui se passe à l'étranger. Il y a eu des choses très graves aussi. En 1900, il y a eu la peste au Maroc. Rien que dans la communauté de Fès, il y a eu 3000 morts. C'est énorme. 3000 morts, c'est plus de la moitié de la communauté a été décimée en 1900. Ça, ce n'est pas un acte antisémite, c'est un fait qui a touché tout le monde, tous les Marocains.
À la fin du 19e, de plus en plus de Juifs vont partir des campagnes vers les villes coloniales européennes installées au Maroc, donc essentiellement les villes du bord de l'Atlantique ou du Nord. Ils quittent les campagnes parce que les campagnes étaient dangereuses, aller sur les chemins était risqué, on risquait de se faire assassiner ou de se faire dévaliser. Donc, de plus en plus, ils se sont installés dans les villes européennes coloniales, par exemple Casablanca, ou également, ça c'est plus étonnant, ils vont partir jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'à Manaus. Manaus, c'est donc au cœur de l'Amazonie, et des Juifs du Maroc sont partis du Maroc, et d'autres Juifs marocains sont partis à l'époque des îles du Cap-Vert. Vous avez raconté l'histoire du Cap-Vert et il y avait une grosse communauté marocaine. Une partie d'entre eux sont donc partis vers l'Amérique du Sud. Ensuite, vous avez touché un mot de la situation. On survole là l'histoire. On l'approfondira après. On a parlé de la situation des femmes et notamment que les jeunes filles étaient mariées entre l'âge de 12-13 ans, donc très très jeunes, souvent pour échapper à un risque d'être kidnappées et vendues ou comme esclaves ou comme compagnes pour des musulmans. Vers 1940, l'âge moyen du mariage se situe vers 16-17 ans et il faudra attendre l'arrivée des Juifs marocains en Europe occidentale pour que véritablement la femme soit émancipée et se marie à des âges comme on les connaît. Normand, on va le mettre entre guillemets, c'est les traditions occidentales si vous voulez. Alors, quelques faits pas très sympathiques. En 1907, il y a eu le sac du Mella de Casablanca. En 1912, il y a eu le Tritle de Fès. Alors, le Tritle de Fès est un terrible pogrom qui a fait, et là vous allez être un peu étonné pour les Juifs ashkénazes, en tout cas, un terrible pogrom qui a fait 60 morts. 60 morts, c'est 60 histoires individuelles, c'est considérable. Maintenant, quand on compare avec ce qu'étaient les pogroms en Pologne, ce sont des chiffres peu importants, mais les chiffres de population ne sont pas non plus les mêmes. C'est dramatique, ça frappe définitivement la conscience des Juifs marocains et la mémoire des Juifs marocains. Ça, c'est un événement qui n'a pas été oublié dans la communauté séfarade du Maroc. On trouve au Maroc en 1900 environ 100 000 Juifs. Bon, c'est un chiffre conséquent. Mais en 1939, 40 ans après, ils sont 225 000. Ah, ça c'est étonnant, et nous allons voir pourquoi. Et plus tard, en 1948, ils sont entre 265 et 300 000 Juifs au Maroc. Donc un chiffre très très important. 48. Vous voyez tout de suite les raisons de ces augmentations de population, on les verra tout à l'heure. Le XXe siècle voit le développement du réseau de l'Alliance israélite universelle et notamment l'ouverture d'une école à Agadir. Et là, c'est important parce qu'il y a à Agadir une école européenne, pas musulmane, qui refuse les Juifs. Mais évidemment, ils sont venus comme moralisateurs et comme défenseurs de la communauté. Les Juifs sont refusés dans l'école européenne d'Agadir. Ça vaut le coup de s'en souvenir quand même. Voilà. Et puis, la population va décroître très, très vite. En 1952, il y a 220 000 Juifs. On était à presque 300 000 4 ans avant. En 1960, 15 ans après, 160 000. C'est une saignée de presque 10 000 Juifs par an. En 1978, 18 ans après, on passe de 160 à 20 000 Juifs. 140 000 Juifs auront quitté le pays en 18 ans. Et en 2010, on trouve environ 3 000 Juifs au Maroc. C'est à peu près le chiffre qu'on a aujourd'hui. Donc, une communauté qui s'est totalement effondrée. Le XXe siècle se divise en deux périodes. La période coloniale, donc à partir du protectorat français en 1912, qui se terminera en 1956 avec l'indépendance du Maroc. Évidemment, la situation des Juifs dans ces deux périodes est totalement différente. Ce que j'ai aussi relevé, et c'est important parce que là on a un vrai mea culpa à faire, c'est que les historiens juifs, les grands historiens,
Gretz, Dubnov, Greisel ont totalement ignoré l'histoire des Juifs séfarades. Et c'est une grande faute parce que c'est une histoire riche, une histoire qui a apporté beaucoup et qui a été totalement ignorée. On était focalisé sur le monde ashkénaze et cette histoire a été ignorée. Le premier qui a commencé à en parler, c'est Cecil Rhodes, qui a notamment relevé que les pays d'islam n'étaient pas le paradis. C'est peu de le dire. Et ensuite, je m'inspire beaucoup de ses écrits, et il y a eu Georges Bensoussan, qui a écrit des livres absolument magnifiques sur l'histoire des Juifs séfarades, et je puise beaucoup dans sa documentation. Il y en a d'autres, il y a aussi Fenton qui a écrit un livre très important, il y a Malka qui a écrit un livre sur les Juifs séfarades, il y en a d'autres, il y a pas mal de bouquins, je vous les citerai au fur et à mesure que je m'en servirai, mais un puits vraiment important, une source de renseignements très importante sont les livres de Georges Bensoussan, un très grand historien s'il en est, auquel la communauté juive de France a fait un très mauvais sort. Mais c'est une autre histoire. Voilà. Alors, il faut noter que la majorité des Juifs dans le monde vivaient en terre séfarade jusqu'au XIIIe siècle. Donc, dire que pas terre séfarade, d'ailleurs, terre musulmane, jusqu'au XIIIe siècle, c'est dire l'importance de cette communauté. Après, l'histoire fait qu'on va trouver le monde ashkénaze, etc. Ils sont, lorsqu'arrivent les colonisateurs européens, les Juifs sont les premiers à les rallier pour des raisons tout à fait évidentes. Petit à petit, leurs yeux se dessillent et quand arrivent les colonisateurs avec les grandes idées de l'Europe occidentale, eh bien évidemment, ils ne peuvent que soutenir cette arrivée. Ça va poser quelques petits problèmes, vous vous imaginez bien. Ça se passe dans les années suivantes, 1830 en Algérie, 1881 en Tunisie, 1882 en Égypte, 1911 en Libye et 1912 au Maroc. Ça, c'est pour les grands pays du Maghreb. Alors, il y a des mythes qui ont couru sur l'histoire des Juifs séfarades. Il y a un mythe de l'âge d'or, je ne parle pas de l'âge d'or espagnol, ça c'est autre chose, qui n'était pas tout à fait non plus un âge d'or. Mais c'est une autre histoire. On parle de l'âge d'or des Juifs en terre d'islam. C'est une lubie des romantiques du 19e siècle européen. Le Maghreb est exotique, il est loin, et on affabule un peu, on raconte, on se fait un cinéma, si vous voulez, sur les relations paradisiaques extraordinaires qu'il y a entre le monde musulman et les Juifs. Ce récit très dithyrambique, évidemment, sera repris par les Arabes au XXe siècle pour légitimer le fait que leurs relations se sont détériorées uniquement à cause du mouvement sioniste, ce qui est totalement inexact historiquement parlant. Mais évidemment, ça fait les choux gras des Arabes. Or, cette vision très idyllique est totalement fausse. D'un autre côté, il y a un autre mythe qui circule sur une horreur absolue de la vie en terre d'islam, ce qui est aussi un mythe totalement faux. Ce n'est pas exact non plus. Et on va voir par quoi il est entretenu. Au passage, je vous rappelle quand même, c'est très important, et on va le développer ce soir, un propos d'un historien marocain, contemporain, milieu du 20e, qui s'appelle Abdallah Lahraoui, et qui dit « Les Juifs, par leur européanisation, on est là, fin du 19e, échappent à l'autorité des musulmans. » Et ça, c'est tout à fait, et c'est une phrase fondamentale, parce que c'est une phrase qui explique l'état d'esprit, la conscience ou l'inconscience des Juifs séfarades sur leur situation en terre d'islam. Je ne dis pas ça du tout de façon péjorative, je vais expliquer ce que je appelle inconscience des Juifs séfarades en terre d'islam. Nous y viendrons plus tard, ce soir encore. Voilà, donc une phrase très importante. Leur européanisation les font échapper à l'autorité des musulmans. Alors, le mythe du paradis en terre d'islam est soutenu par Israël pour des raisons de prospective politique. On ménage l'avenir, ça c'est la politique israélienne.
mais aussi par les Juifs séfarades eux-mêmes, qui, je vais vous raconter une histoire, toute petite histoire qui est passée cette semaine. Et j'ai vu des reportages sur la rafle du Veldiv. Et il y a une dame qui est contemporaine de la rafle du Veldiv, que ses parents ont cachée dans une armoire, pour échapper évidemment, et elle affirme qu'elle a entendu des Allemands venir chercher sa famille devant la porte. Or, c'est totalement faux. Pas un seul Allemand n'a participé à la rafle du Veldiv. Elle était entièrement exécutée par des gendarmes et des policiers français. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette dame? Ce n'est pas une menteuse. Elle a été tellement imbibée des exactions des Allemands, on lui a tellement dit les Allemands ceci, les Allemands cela, qu'elle l'a totalement intégré et elle a rendu un souvenir inexact, pas par volonté de mentir, mais par distorsion de la mémoire. C'est un phénomène qui est très connu, la mémoire n'est pas très fiable. Après des années, la mémoire se dilue et il y a des inexactitudes. Je vais essayer de dire des choses historiques et non pas le résultat d'une mémoire. Ça choquera certains peut-être, mais ce n'est pas grave. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Les faits sont les faits, ils sont attestés et ce n'est pas toujours ce dont on se souvient. Donc, nous avons des Juifs séfarades qui, en Israël, maintiennent le souvenir, un souvenir idyllique de leur séjour en terre de l'islam. Il faut aussi dire que par rapport à la manière dont ils ont été reçus en Israël, on peut aussi comprendre parfois des regrets. Ce n'était pas tellement plus mal finalement là-bas. Il faut dire que quand ils sont arrivés, tout le monde était mal loti en Israël, mais qu'ils étaient un peu plus mal lotis que les autres parce que terriblement méprisés, rejetés de la société dominante, et ça aussi c'est une faute majeure. Heureusement, de nos jours, les choses s'estompent et c'est une très bonne chose. Donc voilà, un souvenir très, très dithyrambique de leur séjour en terre d'islam. Mais d'un autre côté, vous avez d'autres séfarades en Israël, notamment des Juifs marocains, qui sont dans une concurrence victimaire avec les Ashkénazes, parce qu'ils sont tellement mal lotis qu'ils disent aux Ashkénazes, oui, vous avez terriblement souffert par la Shoah, mais vous croyez que c'était une sinécure au Maroc? C'était catastrophique. Donc, pour obtenir une reconnaissance, ils en étaient arrivés eux aussi dans une espèce de concurrence victimaire qui n'est pas exacte non plus historiquement parlant. Pourtant, ce n'était pas le paradis. Alors, ça se situe vraiment entre les deux. La vérité est à mi-chemin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Cécile Rothe, en 1946, est le premier à remettre en cause notamment l'idée d'un paradis en terre d'islam. L'imprégnation de la dima, malgré son abrogation au XIXe siècle, sera très forte dans la société arabe. Et cette imprégnation de la dima, c'est quelque chose de tout à fait essentiel sur lequel je vais m'étendre tout à l'heure. Le mont séfarade va disparaître au XXe siècle, sauf la communauté du Maroc, qui partira un petit peu plus tard. Les autres partent en 1948 dès la création de l'État d'Israël, parce que la situation devenait tout à fait intenable. Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer mon engin là, qui enregistre. Voilà, bon, alors c'est pas grave, c'est avec le résumé. Donc, ce n'est pas qu'Israël qui est responsable de cette disparition du monde séfarade, beaucoup d'éléments sont intervenus là-dedans. Dès le milieu du 19e siècle, des fractures se font jour sous l'influence de la Haskalah et de l'Alliance israélite universelle d'un côté et du nationalisme arabe qui se développe de l'autre côté. Cette histoire des Juifs séfarades est peu intériorisée par les gens qui sont partie prenante de cette histoire. Il en reste souvent, et nous allons voir tout à l'heure pourquoi, il en reste souvent qu'un folklore qui est très sympathique, mais qui n'est pas l'histoire. Ce sont des repas, ce sont des tenues vestimentaires, ce sont des traditions qui sont très jolies, très belles. C'est une musique aussi, c'est une poésie.
mais ça ne fait pas le fond de l'histoire. Et pourquoi ils ont oublié leur histoire, c'est ce que nous allons étudier. Pour que le judaïsme séfarade reprenne possession de son histoire, il doit absolument sortir de cette imprégnation de la dimitude. C'est fondamental. Tant qu'ils seront dans ce souci du dhimmi, ils n'arriveront pas à reprendre possession de leur histoire. Vous savez, moi je dis souvent quand on discute de politique, je ne vais pas faire de politique, mais je dis souvent que les Juifs sont sortis de la Gola, mais la Gola n'est pas sortie des Juifs. C'est-à-dire que nous sommes toujours encore dans une position pas de soumission, mais de comment faire plaisir aux peuples étrangers, à l'Europe, à l'Amérique, etc. Cette galoute nous traîne, nous perturbe encore aujourd'hui la capacité de percevoir les peuples autres que le peuple juif. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas être diplomate, ce n'est pas la question. Mais on a des attitudes souvent de juifs de galoute, que ce soit les Ashkénazes ou les Séfarades. Mais c'est un tout autre débat, ce n'est pas l'objet ce soir. Voilà. Alors, les Juifs ont été aliénés. Ne le prenez pas mal, ce n'est pas un terme de psychiatrie. Ils ont été dépossédés par ce statut de dhimmi. D'un autre côté, les Arabes n'ont pas oublié l'époque de leur splendeur. Et pour progresser aujourd'hui, eux aussi doivent absolument se départir de leurs récits mythologiques, des récits qui sont inexacts, des mensonges, et voir la réalité en face. Ils doivent se débarrasser d'un substrat psychologique, comme les Juifs doivent se débarrasser du substrat psychologique de la dhimitude. Les Arabes doivent se débarrasser du substrat psychologique de leur rapport à l'esclavage et au statut de dhimmi. Ils sont toujours encore dans le regret d'une époque formidable où ils étaient les maîtres, mais cette époque est révolue. Et tant qu'ils ne reconnaîtront pas les choses en face, ils n'arriveront pas à progresser et à évoluer. On peut peut-être espérer que ce qui est en train de se passer avec les accords d'Abraham irait dans le bon sens, mais à prendre avec des pincettes. Voilà, et ce qui confirme ce que je vous dis, c'est un texte d'un historien qui s'appelle Albert Khourani et qui dit la chose suivante. Au-delà du nationalisme, au-delà des pays, au-delà des nations, un même sentiment lie les Arabes, exprimé dans leurs pensées, un univers psychique marqué par une économie de l'esclavage et de la servitude. C'est une relation d'autorité qui alimente leurs souvenirs et donc c'est cette relation qu'il faut rectifier aujourd'hui. Voilà, un long résumé. Désolé, mais je crois que ça ne faisait pas de mal de nous en souvenir. Maintenant, on va travailler. Alors, la tradition au Maroc va s'effriter progressivement dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a un professeur d'hébreu à Legno. Legno est l'école normale de l'Alliance israélite universelle, donc l'école qui forme les maîtres qui enseigneront. Ce professeur d'hébreu, qui s'appelle Joseph Halevi, on le citera plusieurs fois, il vient au Maroc en 1876 et il envoie de Marrakech un rapport terrible disant que c'est le pire de ses voyages, y compris par rapport à celui qu'il a fait au Yémen. Or, au Yémen, vous savez que la situation était franchement pas rose. Et il écrit la chose suivante. À la fin de son périple, 300 Juifs de Marrakech, il envoie sa lettre de Marrakech. 300 Juifs de Marrakech l'accompagnent jusqu'à la sortie de la ville, malgré le danger. Il n'y a rien de mal à accompagner ce directeur à la porte de la ville de Marrakech, eh bien, ils risquent tout simplement d'être battus à leur retour ou emprisonnés et leurs biens confisqués. 1876, Marrakech. On a beaucoup de rapports de missionnaires, de diplomates, de consuls, de professeurs. Tous parlent d'un pays sauvage. Baumier,
qui est consul de France à Mogador, écrit la chose suivante, je cite, « Parmi les Juifs, il y a quelques natures d'élite qu'il est douloureux de voir étouffées par la barbarie sans nom de ce pays. » Ce n'est pas un Juif qui écrit, un consul de France, en 1889. Alors, vous allez être étonné un petit peu parce que je vais jouer un peu à saute-mouton avec les dates. On va être fin du 19e, fin du 18e, on passera au 20e. Tout ça pour que vous compreniez que ça donne une image d'ensemble, que même au travers des décennies ou des siècles, la situation n'évolue pas. Elle est bloquée. Elle est bloquée dans un rapport bien précis et parfaitement défini. Pierre Loti écrit en 1889, et Pierre Loti, il n'est carrément pas suspect de sympathie philosémite, pas du tout. Et il est invité chez des Juifs de Beth-Nes. Et il écrit « J'ai un instant l'effroi de la vie de ces Israélites, murés dans leur quartier étroit de cette ville, momifiés et séparés du monde. » C'est des propos très durs, très durs. En 1903, nous avons un rapport de l'Alliance israélite. Dans le monde arabe, mais aussi perse, à force d'être traqués, soumis à des conditions rigoureuses, c'est important ce que je vous dis là, les Juifs ont fini par se résigner à leur triste sort, à trouver naturelle la vie qui leur est faite. Ils se sont habitués à baisser la tête, toute fierté, toute dignité a disparu de leur attitude. On s'habitue au malheur et à la maladie et on est devenu si misérable qu'on ne sent plus le poids de sa condition. Ce sont des propos très lourds, très incisifs et on va en voir d'autres dans le même esprit. Les mêmes rituels d'humiliation durent du XVIe au XXe siècle. Donc, c'est très, très long. En 1920, c'est quand même récent, c'est presque contemporain, on cite le cas de jets de pierre jetés par des enfants qui restent impunis, des jets de pierre contre les Juifs, évidemment. Les Juifs se considèrent vivre la galoute, ce qu'on a vu d'ailleurs aussi à propos du Yémen, d'où leur ferveur religieuse, mais aussi un grand problème, un très fort taux d'alcoolémie. Un moyen de noyer son chagrin et sa misère. Ils se considèrent en galoute, ils ont intégré leur statut et donc c'est normal, c'est la vie normale et c'est de ça qu'il faut sortir. En 1790, on repart un petit peu en arrière, un Anglais qui s'appelle Lemprière écrit la chose suivante. Alors il voyage dans l'Empire du Maroc, partout ils sont traités plus durement qu'on le ferait avec des animaux. 1790. 1824-1828. Ah, là, c'est un Français maintenant que vous connaissez, qui s'appelle René Caillé, qui était un explorateur, et qui écrit « Dans tout le drap et le tafilhalette, ils sont très malheureux et frappés comme on frappe les chiens avec des pierres. » En 1866, on va un petit peu plus loin, en Syrie, le juif est l'injure personnifiée. On peut lui tirer impunément barbe et péote et lui cracher au visage. Ce sont tous des rapports, ce sont des témoignages. Tout va dans le même sens, tout corrobore la même chose. Sauf, nous verrons tout à l'heure, pas encore maintenant, un petit peu plus tard, une certaine catégorie de juifs, notamment au Maroc. On verra ça tout à l'heure. En 1980, Battiéor, que beaucoup d'entre vous connaissent, cite Albert Memmi. Alors Albert Memmi a vécu en Tunisie. Voilà ce qu'il écrit. « La crainte propre au sujet contraint à marcher tête baissée, peu haï, mais toujours méprisé, est une forme de déshumanisation. La crainte propre au sujet contraint à marcher tête baissée, peu haï, mais toujours méprisé, est une forme de déshumanisation. Le silence sur ce long passé de dimitude met en lumière une oppression si puissante qu'elle est intériorisée et vécue comme une condition inévitable. » Encore une fois, ça corrobore ce que je vous ai dit tout à l'heure,
l'intégration, l'intériorisation de ce statut comme étant un statut normal. Et Robert Mizrahi ajoute, le mal radical dans l'aliénation, c'est l'oubli. Ah, ça, c'est fabuleux. Ce qu'il dit, c'est que, à force d'intérioriser ce statut, on finit par oublier que ce n'est pas un statut normal. Il fait partie de la normalité de la vie et c'est extrêmement grave. Et par conséquent, on peut figurer des jours heureux, les jours où on n'était pas dans cette situation-là. Voilà. En 1905, le directeur de l'Alliance israélite de Marrakech écrit. Il décrit des enfants au regard atone, sans vivacité, avec une intelligence enfouie sous une couche d'indifférence, de fatalisme, un esprit atrophié par des pratiques de dépravation et l'héritage d'une lignée d'alcooliques. Voilà, les propos sont moins sympathiques, mais ils décrivent une situation. Qui est-ce qu'elle est? En 1904, on a la même description à Casablanca. Alors, évidemment, l'arrivée de l'Alliance israélite en 1862 et des délégations aussi de Juifs d'Occident font toujours des descriptions des Mélats. Ce qui est un peu moins sympathique, c'est qu'ils font de ces descriptions un genre littéraire obligé lors de toute relation d'un voyage au Maroc. Ça fait partie, ce n'est pas de l'exotisme, il ne faut pas exagérer non plus, mais il y a une part de voyeurisme là-dedans, incontestable, qui n'est pas très sympathique, mais d'un autre côté, ça nous permet aujourd'hui d'avoir des éléments documentés, avec des témoignages. Mais c'est devenu un genre obligé. Ça, c'est un côté un petit peu pas beau. Voilà. Alors, Montefiore fait une démarche auprès du sultan en 1864 et il y a un accord sans aucun effet. Au contraire, la poussée occidentale sur le Maroc, sur le Maghreb en général, provoque une réaction de raidissement du monde musulman et le pouvoir du Makhzen, donc le pouvoir du sultan, se crispe parce qu'il sent que l'Europe est là en train d'essayer de grignoter, de manger un petit peu de son pouvoir et de son autorité. Et du coup, le pouvoir se retourne contre les Juifs, suspectés d'espérer la venue de l'Europe. Réaction assez logique. C'est à ce même titre d'ailleurs, mais ça on y reviendra plus tard, en grande partie, que le roi du Mohamed V a protégé les Juifs contre l'autorité française pendant la guerre. Oui, je sais, André, tu n'es pas tout à fait d'accord, mais ce n'est pas grave. Et voilà, pour l'essentiel, pour défendre son autorité contre la mainmise occidentale. Oui. Alors, ça, c'est pour le Maghreb. Dans le cadre de la Sublime Porte, c'est-à-dire l'Empire ottoman, les conditions des Juifs sont un petit peu meilleures, notamment grâce à une poussée des Lumières qui est beaucoup plus importante. Alors, évidemment, l'Empire ottoman, on en reparlera, ce n'est pas l'objet ce soir, ses frontières sont très étendues, il fricote avec l'Europe à différents endroits, et donc il y a une pénétration de ces idées, et la situation des Juifs est infiniment plus douce, pas facile non plus, mais quand même moins dure que dans les pays du Maghreb. Et notamment, il y a des décisions qu'on appelle les Tanzimat de 1832 et 1856, c'est de 1856, supprimant le statut de dhimmi. Alors que entre la Perse et le Maroc, il y a littéralement une entente, une association pour exclure les Juifs de l'horizon social. Ils sont tout à fait sur la même longueur d'onde. La Perse était une terre de conversion forcée depuis le XIVe siècle. Je signale que la conversion forcée est rejetée par l'islam, mais en Perse, elle se pratiquait largement. Et le Maroc, donc convergence entre la Perse, terre de conversion, et le Maroc, où le statut de dhimmi était un des statuts les plus durs qui ait jamais été promulgué en terre d'islam. Toute terre d'islam confondue.
Alors, ce statut a été supprimé en 1856, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et malgré le protectorat en 1912, il reste présent dans la mentalité, dans la réflexion, dans la manière de se comporter du musulman. Excusez-moi. Voilà. Alors, selon différents rapports, la période entre la fin du XVIIIe et la fin du XIXe est la pire période de vie des Juifs en terre d'islam, en tout cas en ce qui concerne le Maghreb. La pire période, le XIXe siècle. Voilà. C'est une des raisons d'ailleurs de la faiblesse numérique de cette communauté en Orient au début du XXe siècle. Alors, elle s'explique par pas mal de raisons que nous allons voir tout de suite, mais à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, on estime ce judaïsme d'Orient, donc toute cette partie-là, à entre 1 million et 1,2 million personnes. Sur une population juive mondiale totale, alors quand je parle d'1,2 million, c'est tout le monde de l'islam. Ce qu'on appelle aujourd'hui les juifs séfarades, appellation qui est erronée, mais je vous l'ai expliqué, ça, qui est aujourd'hui communément acceptée. Sur une population juive totale de 16 à 17 millions de juifs. Donc, il représente un peu moins de 10% de la population juive mondiale. En 1914, 125 000 juifs habitent dans le Croissant fertile, dont 54 000 à Bagdad et 53 000 en Égypte sur une population de 11 millions d'habitants. Ça, c'est pour des chiffres, quelques chiffres. Maintenant, cette rage d'humilier, cette volonté d'abaisser le juif se traduit régulièrement par des bouffées de violence de la foule, la population générale, d'où des massacres à Tétouan en 1790, à Bagdad 1828, à Tzfat en 1834, à Meshed en Perse en 1839, et j'en passe, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Mais début du XVIe siècle, le Maroc bascule vers l'Europe. Alors là, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Il bascule vers l'Europe parce que le centre du commerce passe de la Méditerranée à l'Atlantique. XVIe siècle, c'est la découverte des États-Unis, de l'Amérique, et donc le début de routes maritimes vers l'Amérique, et donc un commerce qui se déplace largement vers la côte atlantique. Or, le Maroc est très bien pourvu en côte atlantique. Il y a plein de villes qui jalonnent la côte atlantique du Maroc, et donc c'est le premier pays à s'ouvrir d'une certaine manière, s'ouvrir entre guillemets quand même, mais s'ouvrir à l'Europe. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a une grande communauté juive marocaine dans ces villes côtières, parce que ce commerce se développe notamment sous la pression de l'avancée portugaise. Alors là, c'est la guerre, ça ne va pas très bien, mais les Portugais s'installent à Mazagan en 1502, à Safi en 1508, à Azemmour en 1513, et puis leur avance sera stoppée en 1578. Alors, d'un autre côté, il y a une autre poussée, c'est celle de la Sublime Porte, les Turcs. Sauf que les Turcs sont arrêtés à Tlemcen, en Algérie. Ils sont bloqués. Les Portugais sont bloqués au nord du Maroc, les Turcs sont bloqués à Tlemcen. Du coup, le Maroc préserve son indépendance et va la préserver pendant toute la période qui va suivre jusqu'au XXe siècle. Mais du coup aussi, les Juifs marocains se retrouvent enfermés dans un mélange de brimades, de prohibition et d'un autre côté aussi de commerce. Mais ils sont bloqués. Voilà. Alors, il y a une subtilité de l'islam qu'il faut définir, je vous l'avais d'ailleurs déjà raconté à propos du Yémen, c'est que l'islam considère les Juifs non pas comme une religion, mais comme un peuple. Et ça a des conséquences. Par exemple, si le Maroc conclut un traité avec un pays chrétien,
ce traité ne s'applique qu'aux chrétiens de ce pays. Alors, vous allez tout de suite me dire, oui, mais les chrétiens sont aussi des infidèles. Ah oui, mais business is business quand même. Hein. On fait des traités, on fait des traités. Les chrétiens français sont des chrétiens, ce sont des infidèles, mais bon, il y a un accord, et donc on n'y touche pas. Par contre, si un juif français vient au Maroc, il est d'abord considéré comme membre du peuple juif. Ce n'est pas un Français, c'est un juif, un membre du peuple juif. Et aux yeux du sultan, immédiatement, il est considéré comme un dhimmi. Alors, vous savez, on avait vu, on a trouvé des systèmes, des espèces de laissez-passer, de sauf-conduit, qui ont fait que des juifs voyageants n'étaient pas soumis à ce statut de dhimmi, et notamment pas au paiement de la jizya. Ça, nous l'avons vu, on a trouvé des arrangements. Mais philosophiquement, le juif n'a pas une nationalité, il fait partie du peuple juif, quelle que soit sa nationalité. Qu'il soit anglais, américain, français ou espagnol, il est d'abord membre du peuple juif et en tant que tel, théoriquement, dhimmi. Voilà. Il appartient au peuple juif, pas au peuple français. Or, pour le musulman, le dhimmi, où qu'il soit, est d'abord un inférieur et un opprimé. Ça, c'est une constante. La violence contre le dhimmi, cependant, ne va s'exprimer que quand celui-ci essaye d'échapper à son lot, quand il prétend se libérer de son statut de dhimmi, parce que là, il viole un pacte. Quand nous allons voir que qu'est-ce qu'on considère se libérer du statut de dhimmi, il ne faut pas grand-chose. Autre point intéressant dans la théologie ou dans les principes fondamentaux, c'est que dans l'islam, la sainteté de Jérusalem est une erreur judaïsante. Ça, nous l'avons vu il y a très longtemps, quand on a parlé du calife Omar, qui est venu à Jérusalem, il avait un conseiller juif, et qui lui a dit, il faut construire ici une mosquée, etc. Et il lui dit, tu veux introduire le judaïsme dans l'islam. Alors après, il a construit quand même cette mosquée pour des raisons tout à fait différentes qui sont politiques, mais c'était bien le principe. Tu veux introduire le judaïsme dans l'islam. Donc, Jérusalem, dans l'islam originel, n'a aucun caractère de sainteté. C'est une erreur judaïsante. Il n'est devenu quelque chose d'important qu'à la faveur des croisades et évidemment l'avènement du judaïsme. D'ailleurs, pour le Coran, parler d'influence juive est une absurdité, parce que le Coran étant incréé et éternel, donc antérieur à tous les peuples, parler d'une influence juive ou chrétienne est tout simplement un non-sens. Le Coran est préexistant à tous les peuples. Donc, parler d'une influence n'a strictement pas de sens. C'est un point de vue théologique de l'islam. Voilà. Les écritures juives pour les musulmans, et les écritures chrétiennes aussi, si elles sont de vraies révélations, ont été corrompues et déformées par leurs très indignes dépositaires. Voilà, ça c'est les grands principes qui régissent la relation de l'islam avec les autres religions monothéistes. C'est d'ailleurs, puisque le judaïsme est corrompu, c'est la raison pour laquelle, quand il y a des orphelins juifs ou chrétiens, c'est la même chose, c'est une mitzvah du Coran de les convertir à l'islam, puisqu'ils avaient été élevés hors de la vraie foi. Voilà, ce sont tous ces principes qui régissent, alors on peut les appliquer à la lettre ou pas, selon les périodes, selon les souverains, selon leur lumière ou non. Lorsque le monde musulman se sent en danger, le sort du dhimmi est automatiquement aggravé. C'est assez logique comme réaction, c'est tout à fait classique. Et tout écart du dhimmi dans sa conduite, la conduite qui lui est imposée, contrevient à l'ordre du monde. Rien que ça, l'ordre du monde est mis en cause par les écarts de conduite du dhimmi. Il doit tout simplement rester à sa place. Et tant qu'il restera à sa place, il est protégé.
entre guillemets, mais il l'est quand même. Peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il fait chez lui, ce qui compte est ce qu'il fait, surtout en public. Donc, il a le droit de croire ce qu'il veut chez lui, mais en public, il doit se conformer aux injonctions du statut de dhimmi. La poussée coloniale française en Égypte à la fin du 18e, 1798-1801, vous vous rappelez, c'est l'histoire de Napoléon, aggrave cette moindre tolérance dans tout le monde musulman, d'autant plus que ce monde musulman se sent en état de siège. C'est ce que je vous ai dit avant, se sentant en danger ou agressé, le monde musulman se crispe, se raidit et applique un statut de dhimmi beaucoup plus violent. Alors, Napoléon va se balader en Égypte, mais ça réagit dans tout le monde musulman, ce qui montre qu'au-delà des nations, au-delà des frontières, il y a une idéologie de l'islam supranationale, et quand on fait Hatchoum dans un coin, on s'enrhume dans l'autre. C'est ce qui se passe, et nous en avons une description. Ailleurs, je vous lis, j'ai trouvé ça chez Ben Soussan, en particulier en Maroc, en Perse et au Yémen, ces fameux 3 pays où le sort des Juifs est particulièrement catastrophique, où l'influence ottomane ne s'exerce pas, la condition juive se dégrade nettement. En 1842, le consul de France à Tanger, qui exhorte le sultan Moulay Abdelrahman à améliorer la condition des Juifs, s'entend répondre la chose suivante. Écoutez bien. Les Juifs de notre pays fortuné ont reçu des garanties dont ils bénéficient moyennant l'exécution des conditions imposées par notre loi religieuse aux gens qui jouissent de la protection, la dhimma. Si les Juifs respectent ces conditions, notre loi défend de verser leur sang et ordonne de respecter leurs biens. Mais s'ils violent une seule condition, notre loi bénie permet de verser leur sang et de prendre leurs biens. 1842, c'est une réponse diplomatique à un consul français. Notre religion glorieuse ne leur attribue que les marques de l'avilissement et de l'abaissement. Aussi, le seul fait pour un juif d'élever la voix contre un musulman constitue une violation des conditions de la protection. Si chez vous, ils sont vos égaux en tout, s'ils sont assimilés à vous, c'est très bien dans votre pays, mais pas dans le nôtre. C'est clair? C'est très diplomatique. En avril 1884, au cours d'un périple marocain, Foucault, on a déjà parlé plusieurs fois de Foucault, note que dans la région d'Essaouira, Mogador, les Juifs et les animaux sont comptés comme la moitié d'un humain. Il explique un peu plus loin que lorsqu'une tribu accepte de se soumettre au pouvoir du sultan, celui-ci l'autorise à prélever un droit sur ce qui passe sur ses terres. Ce droit est de 1 franc par bête de somme et par juif. Une totale assimilation. En 1951, ça c'est très proche de nous, et c'est quelqu'un que certains d'entre vous ont connu, Jacques Lazarus, qui était responsable du Congrès juif mondial pour les communautés juives du Maghreb, rappelle la condition juridique du juif marocain. 1951, on n'est pas au XVe siècle. Une foule d'interdits, plus 6 conditions secondaires. Ne pas lire à haute voix les livres de prière, ensevelir les morts en silence, ne se servir que de mulets et d'ânes, interdiction de se servir de chevaux, interdiction de porter une arme. 1951 au Maroc. C'est quand même stupéfiant. Voilà. Alors la situation au Maroc, elle est plus difficile que pour les autres juifs du Maghreb. Et effectivement, après l'enfer almohade, ça vous connaissez cette histoire, je ne reviens pas dessus, il y a plusieurs juifs de cour à la cour du sultan,
sous la dynastie des Mérinides. Mais cela n'améliore en rien la condition de la communauté juive, de leurs congénères, et leur existence traduit davantage l'impuissance politique d'une minorité que son pouvoir d'ordre mythique. En fait, ce sont des juifs puissants, des juifs de cour, mais qui servent pratiquement à rien, qui n'arrivent pas à influer sur le sort de leurs coreligionnaires. Alors, nous verrons que là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas pour maintenant, un peu plus tard. Les lois qui régissent la présence juive au Maroc sont parmi les plus sévères du monde arabe, et à la fin du XVe siècle, je fais encore une fois un saut en arrière, un volumineux corpus juridique qui ne concerne que les Juifs, qui s'appelle le Kita al-Miyar al-Mughrib, compile, collationne des fatwas et des jugements émis ou rendus par des juristes. Dès le XVe siècle, donc, on a un corpus juridique de décisions aggravantes pour les Juifs du Maroc par rapport aux principes généraux qui régissent le statut de dhimmi. À la fin du XVe siècle, l'arrivée des Juifs chassés d'Espagne stimule les communautés juives du Maroc et d'Égypte. Là, il va se passer quelque chose. Ces Juifs ibériques, Juifs séfarades, là pour le coup, vrais Juifs séfarades, séfarades étant l'Espagne, vont constituer une véritable aristocratie soucieuse de ne pas se mélanger aux Juifs indigènes. Alors là, je m'excuse par avance, je vais certainement heurter quelques oreilles, mais je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai fait l'histoire. Il y a des cassures, des fractures au sein du monde juif marocain, et des fractures profondes, et on va les développer. Voilà. Alors, ils formeront bientôt une espèce de club des vieilles familles, quasi patriciennes, qui prétendent diriger héréditairement les communautés. Il y a des grands noms, Abensour, Hafez, Marciano, Adebdou, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Sur les entre 150, on n'a pas les chiffres exacts, 150 et 200 000 juifs expulsés d'Espagne, probable d'ailleurs qu'on soit plus près des 100 000 que des 200 000, environ 20 à 30 000 juifs s'installent au Maroc, essentiellement dans les villes du Nord, Tanger, Tétouan, etc. On les appelle les Megorachim, on a déjà vu ce mot, les expulsés, Guirouche, vous connaissez ce terme. Et ils parlent le judéo-espagnol, qu'on appelle au Maroc la Hakitia. Ça parle à beaucoup d'entre vous. Et ils s'installent à Tanger, à Larache, à Tétouan, donc plutôt vers le nord du pays. Le judaïsme marocain est stratifié socialement et très divers sur le plan culturel, et il comptera très longtemps deux communautés distinctes, vraiment distinctes, avec un clivage marqué par la domination des séfarades, donc des Juifs d'Espagne. Et voilà ce que nous rapporte un directeur de l'Alliance à Tanger. On est aussi frappé de la différence des rapports et des mœurs suivant qu'on a affaire à une famille d'origine arabe ou à une famille d'origine espagnole. Note en 1897, c'est donc 400 ans après l'expulsion d'Espagne, presque 500, le directeur de l'Alliance israélite à Tanger. Nos coreligionnaires parlant cette dernière langue, on parle là du judéo-espagnol, sont beaucoup plus près de notre civilisation que ceux qui parlent l'arabe. Le juif d'origine espagnole estime en 1926 Jacques Bigard, secrétaire général de l'Alliance, qui est en visite au Maroc, est plus proche de l'état social contemporain et par conséquent plus désireux de s'instruire et de s'initier à l'état d'esprit moderne. Des villes de l'intérieur, Meknes, il s'agit de villes, hein, on n'est pas dans le Sousse là, Meknes, Fès, Marrakech, demeuraient entièrement arabes ou berbères, on ne peut pas dire qu'ils soient moins intelligents, mais plus profondément influencés par la culture arabe environnante.
Alors, ce que je vous ai dit, lu là, reflète certainement une réalité. Ça reflète aussi une approche très sectaire des gens de l'Alliance israélite. Alors, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, l'Alliance a fait un travail extraordinaire. Les Juifs du Maghreb doivent beaucoup à l'Alliance et beaucoup de leur liberté. Mais ils sont aussi venus souvent avec des partis pris, avec des points de vue biaisés. N'oubliez pas que c'était des bourgeois européens qui dirigeaient l'Alliance, des gens, des grands bourgeois de Paris, riches, bien en cours, bien en vue, bien installés. Il faut leur laisser le mérite extraordinaire d'avoir mouillé pas seulement leur portefeuille, mais leurs chemises et leurs activités pour aider les Juifs des pays du Maghreb. Donc, ils ont un très grand mérite, mais beaucoup de défauts d'appréciation parce qu'ils émanent d'une culture qui est fondamentalement différente. Alors, c'est vrai, probablement, qu'avec les Juifs d'origine séfarade au Maroc, même 400 ans après, il y a plus de points communs, de capacité de compréhension qu'avec des Juifs du pays profond, d'origine berbère ou arabophone. Et vous allez voir, on a un autre problème, c'est avec les Juifs, justement, de l'Atlas, qui sont venus se déplacer vers les villes. Et là, il y aurait un autre clivage encore. Voilà, et désolé, ce n'est pas très sympathique, mais c'est une réalité, il faut la dire, c'est comme ça. Voilà. Alors justement, cette division entre les autochtones et les immigrés est complétée, par exemple à Ceuta, près de Casablanca, par la fracture entre les juifs chleux, c'est-à-dire les juifs de l'Atlas qui sont descendus de leur montagne, parce que d'abord en 1492, ils ont été expulsés, rien à voir avec l'Espagne, par les musulmans, d'une part, donc ils ont fui, on a vu tout ça, ils sont partis vers le Sahara, etc. Et beaucoup sont venus vers les villes du Maroc, les grandes villes du Maroc. Mais ils ont été vus comme des demi-sauvages par les juifs autochtones marocains arabophones, pas séfarades. Donc, il y a une fracture entre ces juifs chleux et les natifs des grandes villes parlant le judéo-arabe, au point que, en 1910, c'est récent 1910, à Ceuta, il y a deux mélas séparés par la rue principale, d'un côté pour les juifs chleux, de l'autre côté pour les juifs arabophones. On ne parle pas là de juifs d'origine séfarade. Donc, vraiment des fractures dans cette communauté très, très profonde, très importante. Fin du 19e siècle, 25% des Juifs du Maroc sont berbérophones, 10% sont hispanophones et les autres sont arabophones. Donc, on a voilà, à peu près la composition sociale de la communauté juive du Maroc. Le Mellah, nous y reviendrons, reste obligatoire jusqu'au départ des Juifs du Maroc. De même que marcher pieds nus et de toutes les lois restrictives qui concernent les Juifs, mais que marcher pieds nus, c'était une horreur. Ou alors ils avaient le droit à des babouches en paille tressée qui cisaillaient littéralement la plante des pieds. C'est quelque chose d'atroce et c'est au quotidien. Alors, pour échapper à cet arbitraire, beaucoup de Juifs essayent de bénéficier d'une protection consulaire. Ah, c'est un problème. Ils vont être protégés. Mais ce faisant, ils privent le sultan de revenus fiscaux et ils empiètent sur sa souveraineté. Donc, ils ne sont pas très, très bien vus. Alors, cette situation va déboucher en 1879 à Tanger, en 1880 à Madrid, sur une conférence. Mais la conférence de Madrid prend des décisions magnifiques, libératrices. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Les décisions sont bonnes. Leur application est dramatiquement catastrophique. Article 15, 3 juillet 1880. Un sujet marocain ne peut renoncer à la citoyenneté qu'avec l'accord, parce que la protection consulaire, c'est changer de citoyenneté. On est bien d'accord. Donc, un citoyen marocain ne peut renoncer à sa citoyenneté qu'avec l'accord du sultan
à moins de prendre ailleurs une autre nationalité, mais alors il sera interdit de revenir au Maroc. Donc, expulsé définitivement du Maroc. Ce sera le principal sujet de protestation de la communauté. Alors, deuxième moitié du 19e siècle, je vous l'ai dit avant, on voit le développement d'un nationalisme. Je vous garde, je suis désolé, mais je vous garde encore un quart d'heure. Ça va? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Alors, on voit le développement du nationalisme musulman et le développement, évidemment, du ressentiment contre les Juifs, qui sont soupçonnés d'être favorables aux Européens. Et résultat, on a des pogroms à Casablanca en 1907, à Sefrou, à Meknès en 1911 et le fameux Fitre de Fès en 1912. Ce monde a comme toile de fond une totale pauvreté. Et là, nous allons toucher quelque chose de terrible. Être pauvre, c'est la situation des moins malheureux. J'ai bien dit des moins malheureux. Pour les autres, c'est la misère, la mendicité, la sous-alimentation, une morbidité infantile excessive et la saleté. Maintenant, il faut dire que pour les Arabes, c'est la même situation. Il y a une totale incurie des autorités marocaines dans la gestion de leur pays. Le sultan et sa cour, ils sont très, très riches, très fortunés. On voit une situation un peu similaire dans une région qui est très proche de la nôtre aujourd'hui, mais je m'arrêterai là. La population arabe est dans la même situation que la population juive, avec une différence, c'est que les Juifs sont soumis à ces Arabes extrêmement pauvres. Et très souvent, ces Arabes défoulent leur frustration en tapant sur les Juifs, en volant les Juifs, en leur fracassant la tête. Donc, la misère du Juif est encore pire que celle de l'Arabe, mais celle de l'Arabe, elle est terrible. Ne nous trompons pas, c'est très, très dur leur vie. Alors, en plus, il y a cette situation de violence larvée permanente, d'inquiétude, de terreur permanente qui est comme une chape de plomb sur les Juifs. Le Maghreb, de 1850 à 1914, au plan professionnel, ce sont beaucoup de boutiquiers, des artisans, 50% sont des citadins, sont des artisans, un monde pauvre, austère, travailleur, quand il y a du boulot, assez égalitaire, et voilà. Seulement, juste au-dessus, il y a une petite classe moyenne, beaucoup plus cultivée, beaucoup plus progressiste que les pauvres. Et cette misère sociale induit une terrible violence. Par exemple, au Maroc, vous allez voir que c'est aussi une violence. Le crédit, c'est littéralement de l'usure. Les taux d'intérêt vont de 30 à 200%. Et vous allez voir combien c'est grave. De 30 à 200% l'an. C'est énorme. Voilà. Seulement, pour respecter ces taux d'intérêt, on gage les récoltes et les terres. Si une récolte est compromise pour une raison, peu importe, un essaim de sauterelles, une sécheresse, quelle qu'elle soit, nous allons voir que dans les 10 dernières années du 19e, il y a eu 4 périodes de sécheresse. Si une récolte est compromise, toute la chaîne économique est brisée. Le paysan qui n'a pas d'argent ne peut plus rien acheter au boutiquier, qui n'a plus de travail, et les artisans non plus. Le colporteur juif qui allait de village en village quand il le pouvait n'arrive plus à rien vendre. Et le dernier tiers du 19e siècle, entre 1877, je crois, il y a eu 4 périodes de sécheresse. 4 périodes de sécheresse, imaginez-vous, c'est 4 fois l'organisation économique basique détruite, totalement désarticulée. Et nous avons des témoignages. Le docteur Allard, agent consulaire français au Maroc en 1879, écrit
J'ai été frappé dès mon arrivée de la profonde misère des Juifs de Safi. Les rapports des professeurs de l'Alliance israélite renseignent tous cette extrême urgence. Au Maroc, les événements politiques font basculer les gens dans la mendicité. La pauvreté devient alors un véritable enfer. Je vous ai dit, les pauvres sont les bien lotis. Après, il y a les miséreux, les misérables, les mendiants. C'est absolument atroce leur situation. En 1904, le directeur de l'Alliance israélite de Casablanca décrit une ville assaillie par la malaria et qui voit l'arrivée de nombreux réfugiés fuyant les guerres de tribus. Et il écrit « Des agonisants », raconte le directeur de Rabat, des agonisants se traînaient à mes pieds, les enserraient et ne les lâchaient que contre promesse de leur fournir de quoi apaiser leur faim. Ce n'est pas l'image qu'on a d'un juif fier, malheureusement. En 1882, à l'Arrache, un maître évoque ses élèves écrasés de fatigue par leur travail après l'école, de quoi gagner 40 centimes pour un morceau de pain. À moitié morts de faim et transis par le froid, ils ont suivi régulièrement les cours. En plus, ils sont courageux, ces gosses. Le corollaire de la misère, c'est la saleté, la crasse. Et la crasse, elle induit beaucoup d'autres problèmes. 1905, Marrakech. On est beau, Riyad de Marrakech dont on nous parle aujourd'hui. 1905, ce n'est pas tellement vieux. J'ai d'abord voulu me montrer très sévère sur ce sujet, on parle de la saleté, mais j'ai dû m'incliner devant la réalité. Impossible de demander à un enfant d'avoir une chemise plus propre quand il n'y a pas de rechange à la maison, tout simplement. Voilà. Cette misère pousse des enfants à quitter l'école, évidemment, pour rapporter quelques sous à la maison. Mogador, 1893-1894. 29 garçons ont quitté l'école cette année, dont 16 sont dans un état de précarité totale. Sur la colonne « Profession embrassée », 6 ont écrit « vagabond ». Des enfants qui, d'entrée de jeu, disent « vagabond ». Voilà. Tiens, je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche plus là. Non, la caméra ne prend plus. Est-ce que vous... Oui, oui, effectivement. Georges n'est plus connecté. Je vais voir, je vais l'appeler, je vais voir ce qui se passe. Voilà, tu peux reprendre, Georges. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça doit être la chaleur. Mon ordinateur, il ne supporte pas. Je reprends là où j'en étais. À Mogador, 1894, 29 garçons ont quitté l'école et 16 sont dans un état de précarité totale et il y a des colonnes. On entend? Ça marche? Oui. Sur la colonne profession embrassée, 6 écrivent vagabond. C'est terrible de lire ça, vagabond, pour un enfant. Voilà.
Un recensement effectué à Mogador en 1910 donne des résultats similaires. 1910. Même situation dans les campagnes. À Fès, en 1894, les paysans n'ayant rien à vendre ne peuvent rien acheter. Et donc, on rentre dans une misère générale. Sur 5000 juifs habitant Fès, écoutez le chiffre, 30%, 1400 sont mendiants. 1400 sont mendiants. L'école de l'Alliance fournit un repas aux plus pauvres et à un maître qui demande à un enfant pourquoi il est si pâle, celui-ci lui répond en larmes qu'il n'y a plus de pain à la maison. Alors le maître lui donne une pièce, mais le lendemain, ce sont deux enfants qui, affaiblis par la faim, s'effondrent sans connaissance en pleine classe. C'est quand même assez terrible comme description. Alors, d'autres situations sociales, parfois devant cette misère, le père abandonne le foyer. Du coup, la maman avec les enfants devient agouna. Vous imaginez que ce n'est pas plus facile comme situation une fois que le père est parti. Cette misère induit forcément une très forte mortalité infantile due au choléra, à des affections oculaires qui sont terribles, notamment le trachome, ce qui fait qu'on a beaucoup d'aveugles dans la population pauvre juive marocaine, et évidemment la tuberculose. La misère induit aussi des fléaux sociaux, la prostitution, la mendicité, et beaucoup de documents de l'Alliance israélite documentent ce que je vous dis là. Il y a plein de rapports qui racontent tout ça. Je ne vais pas tous vous les raconter parce que c'est un peu démoralisant. Le réseau d'urgence de l'Alliance fait un travail colossal pour contenir cette misère de masse. C'est vraiment une misère de masse. Rabat, en 1904, les distributions de viande et de riz sont effectuées à domicile mardi et jeudi. Mais le crédit accordé ne permet pas de livrer ni charbon ni farine. En 1930, à Safi, la pauvreté et la saleté sont semblables à leur état en 1900. Donc, il n'y a aucun progrès, aucun développement du pays. L'eau manque souvent le matin. Vous imaginez un pays chaud comme ça, où il n'y a pas d'eau le matin. En 1936, à Casablanca, 25% des actifs juifs sur les 70 000 juifs de la ville, 25% sont chômeurs ou mendiants. Aveugles et misérables, voilà le plus haut degré de la détresse. Ce sont tous des extraits de rapports. La misère provoque évidemment le développement d'une violence et notamment d'un groupe de délinquants qui sont évoqués par la police. On parle là de délinquants juifs. Ils sont en marge de la communauté juive, ils affichent leur indépendance, un manque total de respect envers qui que ce soit, musulmans, juifs, rabbins ou n'importe quoi, ce sont des électrons libres. On est là en 1934. Et une volonté d'émancipation qui est décrite par la police comme un manque de respect vis-à-vis des musulmans. Vous voyez, il y a toujours ce fond d'obligation pour le juif de rester dans sa situation de dhimmi, manque de respect. Voilà. Alors ça, c'est une infraction au statut de dhimmi. En 1953, Albert Memmi, nous sommes là très contemporains, 1953, Albert Memmi en Tunisie écrit, écoutez, parce que c'est vraiment un texte assez terrible. Pour payer notre existence originale et nos traditions, nous agonisons de misère physiologique et de sous-alimentation, de syphilis, de tuberculose et de maladies mentales. 1/5 des habitants du ghetto sont des tuberculeux dépistés. Nous, le mot est important, nous vivons une catastrophe historique permanente. Et cette phrase, elle est intéressante, parce que justement, à l'inverse du monde ashkénaze, où les catastrophes étaient épisodiques, mais beaucoup plus violentes, qui ont fait beaucoup plus de victimes, dans le monde musulman,
c'était moins violent, moins de victimes, mais c'était permanent, c'était tout le temps. On vivait dans cette situation d'être inférieur en permanence. Au tournant du siècle, la même situation se retrouve partout d'après les rapports de voyageurs. La faim dans les campagnes est encore pire parce que les campagnes sont privées du réseau d'assistance qui travaille, notamment de l'Alliance, qui travaille dans les grandes villes. En 1916, à Mogador, combien de nos élèves passent la journée avec une tasse de thé et un morceau de pain d'orge? Que vaudra pour eux l'instruction acquise avec tant de courage et après tant de privations? En 1936, à Rabat, un maître évoque la soupe populaire et ses pensionnaires, véritable déchet humain dont le spectacle déchirant vous émeut aux larmes. En décembre 1937, à Casablanca, combien d'enfants n'observent pour toute nourriture que la soupe qu'on leur verse à l'école à midi? La faim, l'état sanitaire déplorable sont la réalité quotidienne des Mélas. Un rapport de l'OSE. L'OSE a été fondé en 1912 en Russie, Organisation de secours aux enfants. Un rapport de l'OSE rapporte que avant la Deuxième Guerre mondiale, comme après la Deuxième Guerre mondiale, la situation est la même. Le rapport décrit le fléau des 3 T, les 3 T, la teigne, le trachome et la tuberculose. Parfois s'y ajoute un 4e T, le typhus. Jusqu'en 1940, il n'y a que l'Alliance israélite à essayer d'apporter une aide à ces gens. Ils seront rejoints en 1940 par le Joint américain. Suite à la sécheresse, il y a des processions religieuses communes entre les musulmans et les juifs. On prie pour essayer d'avoir de l'eau. La famine s'installe. À Mogador, 12 000 juifs sont entassés dans le Mela, dont 3 000 mendiants absolus, un quart de la population. Il y a 4 à 5 morts de faim par jour. En 1905, la sécheresse du Maroc est aggravée par une totale anarchie dans le pays. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le pays n'est pas dirigé, il n'est pas organisé. L'absence de récolte provoque des exigences plus grandes de la part des Arabes. Il y a des pillards et tout le monde s'en prend aux Juifs. Partout, on a le spectacle lamentable de miséreux au visage cadavérique, aux yeux fiévreux et hagards, à moitié nus, traînant leurs membres décharnés dans la poussière par un soleil implacable. Encore un petit point et je termine. Mazagan, 1906. Des centaines de colporteurs juifs se sont enfermés dans la ville suite à l'insécurité dans les campagnes où la guerre permanente fait qu'ils sont très souvent dévalisés, frappés, blessés quand ils ne sont pas tués. Ça, ce sont les bandits de grand chemin, ce sont des brigands. Donc, ils se réfugient à Mazagan. N'osant tendre la main comme des mendiants, ils se laissent mourir avec résignation. C'est un rapport de l'Alliance israélite universelle. Voilà, je m'arrête ici. Ce n'est pas très drôle ce que je vous ai raconté, mais c'est la situation. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, elle est ce qu'elle est. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, si je peux vous répondre. Et ben voilà. Alors, pour la suite, on se retrouvera, je crois, le 5 septembre. L'Ilmod et puis Midreshet Yehuda me mettent en congé, sans solde. Et je n'ai pas le choix. Donc, on se retrouvera dans un mois et nous continuerons cette histoire. Voilà. Si vous avez des questions, Bavakasha. Pas de question, mais tout est exact et ça a été vécu par ma famille, Ariel Carciente de Jérusalem. Point par point, 1790,
C'était le sultan Moulay Yazid qui a massacré la ville avec ses soldats. Chez nous est restée une mère avec son petit bébé. 1790 à Tétouan. Et donc le roi, c'était Moulay Yazid. Ils sont partis avec l'occupation de Tétouan en 1862-63 sur Casablanca, puisqu'il n'y avait plus le droit musulman ni la dîma. Ils sont allés sur Casablanca. Le reste de la famille est allé en Argentine, à Buenos Aires. Mais en 1873, pour se protéger, mon arrière-grand-père Samuel Ben Shmouyal et Tedgui avait obtenu, comment on appelle ça, à Lisbonne, oui, un passeport portugais. Oui, une protection consulaire, oui. Voilà, c'est ça. Et donc, en 74, comme vous l'avez dit, le roi, le nouveau sultan Hassan Ier est venu faire la tournée des villes. Ils sont sortis à sa rencontre, enfin, des Juifs de la ville, avec un petit plateau. Les gens n'étaient pas riches, avec quelques bijoux, pour savoir si on pouvait sortir du Mélac crasseux pour aller dans un endroit qui s'appelait le Tnaker. Et donc, Hassan Ier a donné des terrains là-bas. Et donc, les Juifs ont pu un petit peu s'élargir. Oui. Et comme vous avez aussi dit à propos de l'OSE, l'Office de secours à l'enfant, bien sûr, il y avait à Tanger aussi un hôpital. Une fois, j'ai entendu ma mère, qui après le travail était assistante sociale, dire on ne sent pas la alia. Ce qu'elle voulait dire par là, c'est que tout le travail qui avait été fait par l'OSE, par tout le monde, pour enlever ce trachome et tout le reste, a fait tomber la mortalité infantile, n'est-ce pas, avec toutes ces… Oui. Et là-bas, on allait à l'OSE quand il y avait le ramadan, parce que les Arabes ne donnaient pas de sang pendant le ramadan, ils demandaient dans les synagogues, donc il y avait, je parle après les années 50, hein, et donc il y avait la circulaire de la communauté, et donc on allait à l'OSE pour donner du sang, n'est-ce pas, pour le Croissant Rouge marocain, voilà, si on peut dire. Et, Oui, voilà. Et encore un petit, comment appelle-t-on ça, un petit exemple de cette dîma. Quand un juif marchand rentrait dans une maison arabo-musulmane, la femme arabe ne se couvrait pas le visage. Et la question, oui, elle ne se couvrait pas le visage. Si ça avait été un musulman, oui. Mais pourquoi? Alors, moi qui ne parle pas le judéo-arabe, c'est quand même comme ça. Yehudi, tat mimrat. Un juif, c'est moins qu'une femme. Donc, si une femme n'a pas besoin de se couvrir devant une femme, un juif qui rentre et qui est moins qu'une femme, alors elle n'a pas besoin de se… Oui, c'est un geste de mépris. Voilà, oui, c'est là. Bien sûr, le tritel a eu lieu aussi à Fès, parce que les Juifs ont fait confiance aux Français, ils ont donné les armes qu'ils avaient. Exact. Ils ont donné les armes qu'ils avaient. Les Arabes n'ont pas donné les armes qu'ils avaient. Et ce qui s'est passé là-bas, voilà, c'est ce qui s'est passé là-bas. Et en 1877, pour Casablanca, c'était Touanier qui était là-bas, avait envoyé une lettre à l'Alliance israélite universelle, je peux vous la faire parvenir, pour demander qu'ils ouvrent l'école à Casablanca. Parce que tout le monde a compris qu'avec la modernité, n'est-ce pas, pas la scala, mais la modernité, oui, sortirait finalement le juif, non, donc de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne dis pas pour Kiyach en hébreu, Kol Israël Haverim, mais aujourd'hui, je dis Kol Israël Yesh Lahem Helek Le'olam Haba. Parce qu'ils ont coupé, la modernité a coupé ces chaînes, n'est-ce pas, de la dîma et de tout le reste, n'est-ce pas. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez. Merci pour vos témoignages, ils sont très intéressants. Mais vous savez, il y a un monsieur très connu qui s'appelle Rambam qui a dit que Kol Israël et Chelek Le'olam Haba. Voilà. Exact. Mais ça c'est bien connu. Très intéressant. Merci. C'est bien connu que les femmes arabes préfèrent avoir un juif qu'un arabe. Parce que le mari dit, je préfère que ce soit un juif. Je ne veux pas un musulman. Parce que les juifs, ils n'ont pas de sentiments. C'est ça, oui. Bien connu. Non, c'est bien connu ça. Écoute, si tu nous déprimes comme ça avec le Maroc, est-ce que ça va être avec la Tunisie, hein? Oui, mais enfin, la plus grande communauté quand même, c'est celle du Maroc. Mais on va parler de la Tunisie. Non, mais je te parle du côté déprimant, parce que là, dans la c'est la même chose. Oui, mais je sais. Non, moi,
Vraiment. Désolé, hein. Qu'il faille dire ça, je réponds aussi à Yoella, là. C'est pas déprimant, on est tellement content maintenant d'être en Israël en entendant tout ça. Oui, Donc on n'est bien pas sûr. du tout déprimé, Todar. Non, mais passionnant. non, c'est pas ça. C'est de savoir que nos ancêtres ont tellement souffert. Mais bien sûr, mais on sait. Mais non, justement, souvent on ne le sait pas. Oui, enfin, tu as raison. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Je suis très heureux de ces accords d'Abraham, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le bonheur qui est exprimé de pouvoir retourner au Maroc, il y a quelque chose d'indécent. Tu as raison, tu as raison. Je comprends qu'on veuille aller sur les tombes, je comprends qu'on veuille aller voir les lieux de ses racines, les shorashim, mais c'est pas non plus, c'est pas le paradis. Absolument. Absolument. Et je peux vous dire une chose, ces gens-là qui sont des juifs de cour, on les appelait les bénis oui. Dès qu'on leur demandait, même quand les Français étaient là-bas, alors monsieur un tel, oui, ils ne comprenaient pas le français, mais ça faisait rien. On les appelait les bénis oui. Moi aussi, ça me gêne, comment appelle-t-on ça? Voilà, on est retourné là-bas et c'est tout. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a toute une génération dont les parents et grands-parents étaient écrasés. Finalement, quand ils arrivent là-bas, ils voient qu'il s'agit complètement autre. Le fait que les gens aient habité dans des maisons en terre cuite, ça ne veut pas dire que ce n'était pas des talmidei chachamim, mais des choses comme ça. Il y a même des bédouins qui avaient entendu parler du Maroc, ils étaient partis avec leurs amis juifs. 2 jours après, quand elle est arrivée au Maroc, j'ai des amis avec qui on a étudié les piyoutim et tout ça, et ben il m'a dit, les bédouins ou les chefs bédouins n'arrivaient pas à nous regarder dans les yeux. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ils nous ont dit, on pensait en arrivant du Maroc, qu'on prendrait les valises de l'avion et qu'on mettrait sur des chameaux. Tellement c'était comme ça. Et alors, il s'agit complètement d'autre chose. Il y a les talmidei chachamim. Bien entendu, bien sûr. Moi, ce que je voulais demander, vous dites que les Arabes aussi, ils étaient dans une misère crasse. Et les enfants arabes, ils n'avaient aucune aide, c'est-à-dire les Juifs, ils ont eu à un moment, ils ont eu l'osé. Et les Arabes, ils sont restés dans leur… Je crois pas. Par contre, par la suite, on le verra, les écoles de l'Alliance se sont ouvertes aux Arabes au fur et à mesure que la population juive diminuait. Mais je ne crois pas qu'autrement, il y ait eu de solidarité arabe à l'égard des enfants arabes. Pas à ma connaissance, mais je ne l'ai pas étudié, ça. La vérité, je n'ai pas creusé. Ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est que c'est toute la population qui était dans cette misère. Mais pour les Juifs, c'était, en mauvais français, un peu plus pire. Oui. Parce que les Arabes se défoulaient. Pardon? Au carré, comme un chiffre au carré. Exactement. Ils se défoulaient sur eux. Et ils pouvaient le faire sans aucun risque, ils n'étaient pas condamnés. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez nous dire rapidement le programme de votre reprise, le Maroc. Alors, le programme de la reprise, le premier cours va essentiellement porter sur le Mela. Le Mela, c'est quand même une très grande histoire et il faut la raconter. Pas très sympathique non plus. Et je suis désolé. Vous savez, quand on reviendra dans le monde ashkénaze après 1648 en Pologne, ça ne va pas être rigolo non plus. Hein. Mais le Mela, il faut le raconter. C'est vraiment… c'est pas par ville, il n'y a pas un Mela à Meknès, je ne connais pas, mais c'est pas le Mela était chaque ville avait le Mela, non? Bien sûr. Bien sûr. Oui. Chaque ville avait le Mela. L'ambiance dans tous les Mélas, oui. Mais il faut décrire la vie dans le Mélar et des petits problèmes dans la communauté même, au sein du Mélar et avec les Juifs riches du Maroc. Nous allons voir ça, c'est des choses, il faut le dire et voilà, elles sont ce qu'elles sont, mais il faut les dire. Il faut absolument. Je peux Merci beaucoup, Georges. En 1972, juste une petite chose, j'étais à l'école de l'Alliance. Il y avait deux, comment on appelle ça? Il y avait deux Arabes. Enfin, je ne sais pas s'ils étaient des Arabes ou comment on appelle ça, ou Berbères ou comme ça, mais il y avait deux non-juifs dans le cas. Et je sais qu'à Bagdad aussi, il y avait des non-juifs parce qu'il y avait une autorisation pour que des juifs, que des fils d'autorité locale puissent étudier dans une école juive. Et donc, déjà en 72, moi, j'ai vu ça à Kazan. Tout à fait exact, et on peut le rapprocher de l'interdiction faite aux Juifs de fréquenter l'école européenne. Oui, c'est ça. Étienne. Je pourrais dire un mot, s'il vous plaît.
Oui, je voudrais vous dire, d'abord, je trouve que vous êtes un excellent conteur. On vous écoute avec plaisir. Et je conseille quand même à beaucoup de gens de lire le livre de Ben Toussaint, que j'ai lu. C'est un gros pavé, qui s'est inspiré beaucoup des documents de l'Alliance israélite et qui raconte vraiment la situation des Juifs dans le pays arabe. C'est un bouquin que je conseille à tout le monde de lire. Absolument, M. Boublil. Il est remarquable, ce bouquin. Oui, Remarquable. c'est un gros pavé. Hein. Oui, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est Oui, vraiment je sais, vous l'avez cité à plusieurs tout à fait reprises. remarquable. Et c'est dommage qu'il... En tout cas, mon premier voyage au Maroc, c'est épouvantable quand on venait de France de voir les mouches sur les yeux, les enfants aveugles, une horreur, vraiment une horreur. Hein. Assis sur les trottoirs, il n'y avait pas de place dans les appartements pour ce nombre d'enfants. C'était En quelle année? En 55, 6. Oui, d'accord. 55, 56. Oui, oui. Il y a quand même eu un ministre juif au Maroc. Le premier gouvernement après l'indépendance, le docteur Benzaken. Absolument, mais il y en a plusieurs, mais on va en parler. Plusieurs. Bravo à tous pour la participation. Et merci à Georges pour cette magnifique dernière soirée de la saison avec Midreshet Yehuda. Toda Rabba. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites. Shalom à